Bonjour à tous, chers élèves de 4e, et bienvenue dans ce nouveau cours commenté d'histoire. Nous sommes toujours en train d'étudier le thème 2 et la séquence 7, à savoir la colonisation. Après avoir ensemble travaillé sur l'étude de cas qu'est l'Algérie française en termes de conquête et en termes de fonctionnement de la société coloniale, nous allons élargir notre horizon en passant à l'échelle mondiale pour aller voir comment s'est déroulée la colonisation européenne dans l'ensemble des colonies et voir aussi ses conséquences. Débutons tout de suite sans plus attendre. À la suite de votre cours, vous indiquez donc séance 2, la colonisation européenne, et le petit 1, conquête, colonisation et tension. Les documents auxquels nous allons nous référer sont les documents 1 et 2, page 124. Il s'agit d'un planisphère et d'un texte auxquels nous allons nous référer afin de répondre aux 4 questions ci-dessous. Je vais donc vous demander de mettre la vidéo en pause pendant quelques minutes, le temps de bien écrire les titres ainsi que les références aux documents, le temps de bien lire et comprendre les documents, et enfin le temps d'essayer de répondre à la suite du cours à ces 4 questions. Attention, il est inutile de recopier les questions, vous faites apparaître uniquement les réponses puisque en classe, ce travail aurait été en fait un travail oral entre nous. Si je vous demande de noter les réponses, c'est juste au moment de la correction que vous puissiez comparer ma correction avec les réponses que vous auriez formulées. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et on se retrouve juste après pour une petite correction commentée de ces 4 questions. A tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez bien pris le temps de la réflexion, donc passons immédiatement à la correction. Question A, quelles sont les puissances coloniales en 1914, c'est-à-dire à la veille du déclenchement du premier conflit mondial, et quels sont leurs points communs? C'est posé au pluriel, donc ça signifie qu'il y en a plusieurs. Si je reprends le planisphère que vous avez dans votre manuel, on constate donc que les grandes métropoles sont celles qui sont indiquées ici en légende. Par conséquent, vous l'aurez compris, le premier point commun est un point commun géographique. Il s'agit toutes de métropoles qui sont localisées en Europe de l'Ouest. Et le deuxième point commun est un point commun historique, puisque toutes ces métropoles ont la particularité d'avoir connu l'industrialisation au XIXe siècle. Du coup, la réponse à formuler était la suivante. Passons à la question B. Quel pays possède les 2 plus vastes empires coloniaux en 1914? Donc, quelles sont les 2 plus grandes métropoles de la planète à cette époque-là, celles qui possèdent véritablement le pouvoir politique? Quand on regarde rapidement la légende et qu'on la compare au planisphère, on constate très vite que la plus grande puissance coloniale à cette époque-là est la puissance donc britannique, donc ce sont les Anglais, et la seconde, du point de vue de la superficie, c'est la France. Conséquence, donc Royaume-Uni et France. Concernant la question C, comment les puissances coloniales gèrent-elles leurs colonies? Je vous demandais ici de citer le texte, histoire de travailler un tout petit peu les méthodes travaillées cette année. Je vous le rappelle, citer égale relever égale, je mets absolument des guillemets quand je réponds à la question. Et donc, ici, la réponse attendue était « Elle envoie des armées, des fonctionnaires, des entrepreneurs et des compagnies commerciales qui exerçaient le pouvoir et exploitaient les ressources. Parfois, certaines terres étaient expropriées au bénéfice des colons. » La notion d'expropriation, j'en ai parlé la dernière fois quand j'ai vu avec vous la notion de société coloniale, le fait que par moment, la France notamment, mais aussi les autres grandes métropoles, n'hésitaient pas pour installer des colons dans les colonies à exproprier, c'est-à-dire à chasser de leurs terres, les indigènes. Enfin, réponse à la question D, montrer que les puissances coloniales sont rivales. Pour cela, il faut se référer à la carte. Donc, dans votre manuel, c'est un figuré qui ressemble sensiblement à celui-ci, intitulé Tensions coloniales entre puissances européennes. Ici, on précise donc qu'il s'agit de crise. Et donc, vous avez 2 exemples qui sont nommés ici, donc Fachoda ou encore le Maroc. En effet, les 2 crises marocaines en 1905 et 1911 opposent la France à l'Allemagne qui est rentrée beaucoup plus tard dans le processus de colonisation et qui s'estime, tout comme l'Italie, lésée et qui va donc tenter de récupérer une partie des colonies qui appartiennent déjà soit au Royaume-Uni par exemple, soit à la France, notamment en Afrique.
Cela va créer des tensions et ces tensions sont entre autres à l'origine du déclenchement de la Première Guerre mondiale. D'où la réponse à formuler les tensions entre États européens, donc le Congo, entre la France et le Portugal notamment, ou encore au Maroc, entre la France et l'Allemagne. Comme vous n'aviez pas à recopier ces questions, elles étaient là essentiellement pour que vous réfléchissiez, je vous propose de copier maintenant la trace écrite qui reprend tout ce que nous venons de voir précédemment. À partir de 1830, les États industrialisés d'Europe de l'Ouest relancent la conquête de territoires. S'appuyant sur leur supériorité militaire, les Européens imposent leur impérialisme, c'est-à-dire leur domination aux pays colonisés. Pour un État, à cette époque-là, posséder des colonies est une marque de puissance, et notamment de puissance politique, et le Royaume-Uni et la France possèdent les deux plus grands empires coloniaux de l'époque. Toutefois, plusieurs pays, dont l'Italie et l'Allemagne, entrés tardivement dans la colonisation, s'estiment lésés et des tensions apparaissent entre les différentes métropoles. On l'a vu au Congo et on l'a vu pour le Maroc. Je vous laisse aussi une petite définition de colonie, territoire conquis, dominé et administré par une métropole, même si vous avez déjà vu cette définition à 2 reprises, et en 5e et en début de 4e. Je rajoute juste pour cette définition qu'une colonie peut être peuplée par un grand nombre de colons, donc on appelle ça une colonie de peuplement, ou elle peut être seulement exploitée pour ses richesses, on l'appelle alors colonie d'exploitation. Voilà pour la première sous-partie de cette séance. Deuxième sous-partie de cette séance 2, donc vous allez indiquer, petit 2, l'Europe abolie l'esclavage et débat sur la mission civilisatrice. Il s'agit d'aller regarder donc l'ensemble documentaire, pages 122-123, sur l'Europe qui abolit l'esclavage. Et voilà l'exercice que je vais vous proposer, c'est relativement simple. Vous allez reproduire le petit schéma, ici, sur votre cahier, à la suite. Voilà. Et pour finalement chaque document indiqué, vous allez essayer de relever l'idée essentielle. Et si vous trouvez l'idée essentielle, comme dans un indice finalement, donc dans une présentation de document, donc c'est le I du indice. Et donc comme ça, vous allez pouvoir arriver à la réalisation de ce petit schéma que je corrige avec vous tout de suite après. Donc vous marquez une petite pause, vous prenez connaissance des documents, vous allez voir il y a beaucoup de documents iconographiques, donc c'est pas très compliqué. Et vous revenez me voir pour voir si vous avez retrouvé les bonnes idées essentielles pour chaque document. À tout de suite. Petit corrigé de ce petit schéma, voilà, pour que vous compreniez le cheminement qui a mené les pays européens à abolir l'esclavage, notamment la France, on va y revenir. Alors, vous avez en fait ici la conséquence, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage en France. Bon, je ne vais pas vous le cacher pendant très longtemps. Hop, voilà. Donc, nous sommes en 1848, ce sont les documents 4 et 5, donc le document 4 c'est le décret, le document 5 c'est un tableau qui est complètement symbolique. Sur le tableau vous allez retrouver Victor Schœlcher, qui est l'homme qui justement est à l'origine du décret sur l'abolition de l'esclavage en France. Donc l'abolition de l'esclavage c'est en France en 1848, c'est une date très importante qu'il vous faut absolument retenir. Et dans la mesure du possible, il serait aussi formidable que vous arriviez à retenir le nom du député français qui a aboli l'esclavage, c'est-à-dire Victor Schœlcher. Donc, la France abolit l'esclavage, de même que tous les pays européens au cours du XIXe siècle. La question est comment en est-on arrivé là? Puisqu'a priori, l'esclavage était un système économique qui fonctionnait très bien, dont on ne pouvait pas se passer. En tout cas, c'est l'idée qu'on en avait encore il y a quelques années. Alors, on reprend le pourquoi de tout ça. C'est tout d'abord le document 1. Le document 1, c'est une révolte d'esclaves à Saint-Domingue, c'est-à-dire le pays actuel qui s'appelle Haïti. Je vous l'ai dit, les esclaves ne sont jamais véritablement laissés faire, donc il y a eu énormément de révoltes d'esclaves dans les colonies. On ne peut pas priver des personnes de leur liberté comme ça, sans qu'elles ne réagissent. Donc, l'une des causes qui fait qu'on arrive à l'abolition de l'esclavage, c'est des révoltes dans les colonies. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième cause, nous sommes en 1815, rappelez-vous, Napoléon vient de perdre à Waterloo, donc les monarques européens remontent sur leur trône et ils se réunissent à Vienne, mettent en place le congrès de Vienne. Alors je vous expliquais que lors du congrès de Vienne, notamment, ces monarques européens se sont partagés l'Europe comme un véritable petit gâteau.
Mais ils n'ont pas fait que ça, comme vous pouvez le constater. Ils ont aussi aboli la traite négrière, c'est-à-dire le commerce d'esclaves noirs africains. Et nous sommes donc en 1815. Donc bien évidemment, entre les révoltes, l'abolition de la traite négrière, il devient de plus en plus compliqué de pouvoir continuer à pratiquer l'esclavage à partir de 1815. Pour en finir avec ces causes, vous avez le document 3, donc qui était le texte. C'est un texte qui fait référence au mouvement abolitionniste. Il ne faut pas penser à cette époque-là que tous les Européens sont pour justement l'esclavage. Bien au contraire, au fur et à mesure que sont dénoncées, notamment depuis les Lumières, la maltraitance, les maltraitances même, dont sont victimes les esclaves, donc on vous en parle clairement hein, dans le document. On vous parle de la femme qui est flagellée, de l'homme qui est conduit au travail par le fouet, de l'enfant qui est marqué au fer rouge dès sa naissance, enfin voilà, c'est complètement inhumain. Et donc ce mouvement abolitionniste va prendre au fur et à mesure des années de plus en plus de poids et il va finir par faire peser la balance du côté de l'abolition de l'esclavage. Voilà, donc les actions et les mouvements abolitionnistes pour réclamer l'émancipation, notamment l'émancipation des esclaves. Hop, voilà. Donc, vous avez ici la correction avec les idées essentielles de chaque document, comme vous pouvez le constater. Donc, si je résume ici, vous avez les causes, et de l'autre côté, vous avez la conséquence pour la France et pour l'ensemble des pays européens. Donc, j'espère que cela est clair. On passe à l'exercice suivant. Pour terminer, donc, je vous demande d'aller document 1B, page 130. Le document 1A, nous l'avons étudié au tout début de la séquence. C'était le pourquoi de la colonisation, pourquoi les Européens colonisent-ils. Et donc, à Jules Ferry, qui était un partisan de la colonisation, vous avez un Georges Clemenceau, lui, qui répond à Jules Ferry. Nous sommes 3 jours après le discours de Jules Ferry à la Chambre des députés, et donc Georges Clemenceau lui répond avec ses arguments. Donc je vous laisse aller regarder le document, vous revenez me voir juste après, je vous parle de la trace écrite, et on passe à la suite. À tout de suite. Rappelez-vous, Jules Ferry avait comme argument la fameuse mission civilisatrice. Voilà, donc les indigènes qui sont en retard technologiquement, techniquement, qui ne savent ni lire ni écrire, qui n'ont pas la chance de connaître finalement les avantages de la civilisation européenne. Donc ça, ce sont les arguments des personnes qui sont pour la colonisation. Et cette mission civilisatrice va être remise en cause par les personnes qui sont opposées justement à la colonisation, et parmi elles donc un certain Georges Clemenceau. Donc que remettent-ils en cause? Quels sont leurs arguments? Tout d'abord, ils disent que les conditions de travail des indigènes dans les plantations ne sont absolument pas normales. Rappelez-vous, les indigènes ont la particularité de ne pas être des citoyens, par exemple pour la France, hein, donc des citoyens français à part entière, puisqu'ils ne sont pas soumis aux mêmes lois et aux mêmes droits que les citoyens français. Les indigènes sont soumis à ce que l'on appelle au code de l'indigénat, et par conséquent, ils ne sont pas des citoyens français à part entière. Et pourtant, ils y vivent bien dans ces colonies. Bon. Autre argument, la discrimination des autochtones, donc des indigènes, hein, dans l'accès aux emplois dans l'administration et l'armée coloniale. En effet, quand on est un indigène à cette époque-là, il est impossible de pouvoir travailler dans l'administration française au sein de la colonie ou encore d'être enrôlé dans l'armée coloniale. Ce n'est absolument pas, ou de s'enrôler dans l'armée coloniale, ce n'est absolument pas possible. Dernier argument, la faillite de l'artisanat local au profit, quand c'est bien écrit, des produits coloniaux, c'est-à-dire que avant l'arrivée de la France notamment, ou des Européens dans les colonies, il y avait une tradition locale, un artisanat local. À partir du moment où la colonisation se met en place, l'objectif de la métropole, c'est justement de pouvoir se fournir en matières premières, dans les produits qui sont issus des colonies. Et par conséquent, on oublie les traditions, l'artisanat local par exemple, et on va privilégier les produits coloniaux, c'est-à-dire ce que ces terres peuvent rapporter à la métropole. Donc voilà quelques arguments des personnes qui s'opposent donc à la mission civilisatrice et qui sont donc opposées à la colonisation à cette époque-là.
Pour conclure cette séquence, donc je vous propose, c'est pas tout à fait une carte mentale, parce qu'une carte mentale, normalement, il y a des exemples, hein, ça va beaucoup plus loin, mais disons que je vous résume finalement le cours de cette manière-là. Donc la problématique tournait autour de la domination du monde par les Européens au XIXe siècle jusqu'en 1914, d'accord? Donc il s'agit d'une domination économique, notamment du fait du commerce entretenu avec les colonies. Il s'agit bien évidemment d'une domination politique, puisque les Européens disposent et constituent de vastes empires coloniaux, dont les premiers sont le Royaume-Uni et la France. Il s'agit aussi d'une domination technique, technologique, du fait de l'industrialisation par rapport justement aux autochtones et cette volonté de mission civilisatrice, hein, donc exporter la mission, on va dire, exporter la civilisation européenne dans les colonies. Mais tout ceci a une conséquence, ce sont les tensions territoriales entre pays européens, puisque chaque pays européen veut sa part du gâteau de la colonisation, et cela va être constituer l'une des causes de la Première Guerre mondiale. Ainsi s'achève cette séquence 7 d'histoire sur le thème de la colonisation. J'espère que les explications supplémentaires que j'ai pu vous fournir et que le travail que je vous ai donné à réaliser est assez clair et qui vous permet une bonne compréhension donc de cette séquence. N'hésitez pas pendant les vacances à revoir les vidéos si vous avez certaines difficultés. N'hésitez pas non plus à m'envoyer éventuellement des questions hein, via École Directe si vous en avez. Les cours commentés ne reprendront pas avant le lundi 26 avril. Vous avez donc 15 jours pour vous mettre à jour par rapport aux deux derniers cours commentés que j'ai réalisés, ce mercredi et ce vendredi. Parce que à partir donc de la reprise des cours, nous allons travailler à nouveau sur de la géographie. Par conséquent, j'attends que vos cahiers, vos classeurs soient totalement à jour concernant l'histoire, d'autant plus que lorsque nous nous reverrons, on verra ça ensemble hein, bien évidemment, mais vous serez forcément évalué sur les séquences d'histoire précédentes, à savoir l'industrialisation. On a toujours l'interrogation concernant le maintien ou pas du DS qui était prévu le 30 avril, donc profitez des vacances pour continuer à réviser et à apprendre cette séquence. Vous verrez, ça ne sera pas perdu quoi qu'il en soit, même si le DS n'est pas maintenu. Et en ce qui concerne la séquence sur la colonisation, n'oubliez pas que vous aurez forcément un développement construit à rédiger sur l'Algérie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Passez de très belles vacances. Faites très attention à vous. Portez-vous bien. Et on se retrouve en pleine forme le lundi 26 avril. Au revoir.